Parmi les fastes d'un mariage de milliardaire seul, la fille de la femme de ménage entendit les faibles pleurs venant du mur. Et ce qu'elle allait découvrir détruirait à jamais la façade parfaite de cette union. La musique formait un mur de son. La fête, une mer de pouvoir et de richesse. Mais Émilie Nevant, fille de la domestique, perçut quelque chose que personne d'autre n'entendit. Pas les rires ni les coupes de champagne, mais un chuchotement désespéré venu de l'intérieur du mur froid du château. À l'aide. Tandis que le richissime marié, Henri de Montreval, portait un toast à sa nouvelle épouse. Émilie s'agenouilla près d'un panneau disjoint dissimulé derrière une tapisserie. On la payait pour être invisible, mais elle venait de trouver un enfant enfermé vivant. Et elle allait bientôt découvrir que le monstre qui l'avait mis là portait une robe blanche étincelante. Une fillette de 9 ans était la seule à entendre les pleurs du mur. Émilie appuya son oreille contre la soie froide du papier peint pendant la réception du mariage. Tous les autres n'entendaient que la musique et le tintement des coupes de champagne de Reims, mais elle perçut un murmure. La musique était trop forte, rebondissant sur les sols en marbre de Carrare et les plafonds voûtés du château de Montreval. On aurait dit que le son voulait briser les lustres de cristal. Émilie était assise sur un petit tabouret caché derrière de lourds rideaux de velours rouge dans la grande salle de réception. Elle était menue pour son âge. Ses cheveux blonds étaient natirés en une tresse serrée, comme sa mère Suzanne l'exigeait. Pratique. De sa cachette, elle observait la fête, une mer de robes de soie et de smoking noir. Monsieur Henri de Montreval, l'industriel et propriétaire d'un empire du vin et de l'hôtellerie de luxe, se mariait. De nouveau, c'était son 3e mariage. Émilie le savait parce qu'elle avait entendu le personnel en parler. Sa mère Suzanne faisait partie des femmes de ménage. En ce moment même, elle virevoltait dans la salle, le visage crispé par le stress, un plateau d'argent couvert d'amuse-bouche compliqué dans les mains. Émilie était censée rester dans la cuisine du personnel tranquille avec son cahier de coloriage. Mais la cuisine était étouffante et empestait le saumon fumé. Elle s'était éclipsée depuis 1 heure déjà. Personne ne l'avait remarqué. Les gens, comme elle disait toujours sa mère, étaient payés pour être invisibles, et Émilie excellait naturellement dans cet art. Elle observa la nouvelle épouse. Son nom était Margot. Grande magnifique, moulée dans une robe blanche incrustée de cristaux, elle riait d'un son cristallin, comme des grelots, mais ses yeux ne souriaient jamais. Ils étaient perçants et rapides, balayant la salle tel un faucon cherchant sa proie. Quand son regard passa sur le personnel de service, son sourire se tendit. C'était un regard qu'Émilie connaissait bien, celui de quelqu'un qui vient d'apercevoir une tache sur un sol parfait. Un ennui familier vif et impatient s'empara d'elle. À 9 ans, elle se moquait du champagne et des conversations d'adultes. Elle sortit discrètement de derrière le rideau. La salle de réception était immense, mais le couloir attenant offrait une échappée. Ce couloir était différent, sombre bordé de tableaux anciens, représentant des navires sur des mers en furie et des hommes en perruque au visage sévère. La musique de la fête y était étouffée, réduite au battement sourd de la basse. Émilie marcha sur le tapis de couloir, traçant du bout de sa basket les motifs du tissu. Elle s'adossa au mur, profitant de la fraîcheur du plâtre à travers le papier peint de soie. Elle pensait à son grand-père Joseph, ancien, combattant de la résistance. Il gardait sa médaille dans une petite boîte en bois et lui racontait souvent des histoires sur le courage. « Le courage, ma petite, ce n'est pas de ne pas avoir peur, » disait-il d'une voix râpeuse. « C'est d'avoir peur à en mourir et de faire quand même ce qui est juste. C'est voir l'injustice et refuser de détourner le regard. » Émilie s'ennuyait de lui. Il vivait loin et le salaire de sa mère ne permettait pas de lui rendre visite. Elle appuya la tête contre le mur. Grincement, Émilie se figea.
Le son était doux, juste à côté de son oreille. On aurait dit un ongle glissant sur du bois. Elle retint son souffle. Le château était ancien, sans doute des rats. Sa mère disait « Tous les grands domaines ont des rats, même ceux des milliardaires. » Elle colla de nouveau son oreille contre le mur. Le papier peint lui râpa la joue. Elle l'entendit encore. Pas un grattement, une voix, à l'aide. C'était si faible qu'elle crut l'avoir imaginé. Une voix d'enfant fluette, tremblante. « S'il te plaît, de l'eau. » Le cœur d'Émilie bondit jusque dans sa gorge. Elle regarda autour d'elle. Le couloir était vide. Le son venait de l'intérieur du mur. « Allô » murmura-t-elle contre le papier peint. Un faible souffle, puis un grattement frénétique lui répondirent. Elle examina le mur de plus près. À côté d'un grand tableau représentant une forêt obscure, elle distingua tout en bas une ligne sombre, un petit panneau dissimulé, sans doute un cache pour des tuyaux ou des fils électriques peints pour se fondre dans le décor. Il bougeait légèrement. Elle s'agenouilla. Ses mains tremblaient. Elle savait que c'était mal. Elle aurait dû prévenir sa mère. Mais sa mère travaillait et elle se mettrait en colère si elle savait qu'elle avait quitté la cuisine. À l'aide, Émilie pensa à son grand-père Joseph et à ses mots ne jamais détourner le regard. Elle glissa ses doigts dans la fente du panneau et tira. La peinture ancienne résista un instant, puis céda avec un petit pop. Ce n'était pas un panneau, mais une plaque de plâtre grossièrement posée, dissimulée par le papier peint. Derrière, il n'y avait que l'obscurité. Un souffle d'air froid et humide s'en échappa chargé d'odeurs de poussière et d'acidité. « Allô » chuchota-t-elle dans le noir. Ses doigts pénétrèrent dans l'ouverture. Elle toucha des toiles d'araignée, puis la rugosité d'une brique. Plus loin, sa main rencontra quelque chose de tiède. De la peau. Émilie étouffa un cri. C'était un petit bras mince, moite et glacé. Dans le noir, un soupir s'éleva, non pas de soulagement, mais de terreur absolue. Le bras tenta de se retirer trop faible. « Qui es-tu » souffla Émilie. « Thomas » balbutia la voix. « Elle m'a enfermée. S'il te plaît, j'ai soif. » Thomas. Émilie connaissait ce nom. C'était le fils de Monsieur de Montreval, l'enfant du premier mariage. Celui qui, disait-on, était parti dans un pensionnat en Suisse romande. Sa mère avait nettoyé sa chambre la semaine précédente, rangeant ses affaires dans des cartons. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, un son glaça son sang des pas. Des talons secs, résonnant sur le marbre au bout du couloir. Émilie retira brusquement sa main. Elle se râpa les jointures contre le bord rugueux du plâtre. Une douleur aiguë remonta jusqu'à son bras. Elle tenta de remettre le panneau en place, mais il ne s'ajustait plus. Elle s'y reprit à plusieurs fois, les doigts glissant de sueur froide, imprégnés encore de la moiteur du bras de l'enfant. « Que fais-tu là » La voix était douce, mais glaciale. Émilie sursauta et se retourna. À quelques mètres d'elle se tenait Margot la mariée. Sa robe incrustée de diamants scintillait sous la lumière, mais ses yeux bleus durs, comme des éclats de verre, ne souriaient pas. Margot s'avança lentement. Elle ne ressemblait plus à une mariée, mais au portrait des femmes sévères, accrochées au mur belles et pleines de colère. « Je t'ai posé une question petite. Je m'étais perdue, » balbutia Émilie. « Je cherchais les toilettes. » Margot s'arrêta à un pas d'elle. Émilie dut lever la tête pour la regarder. La femme dégageait un fort parfum de jasmin, mêlé à une note d'amande amère. « Les toilettes, » dit Margot d'une voix soyeuse, « sont dans l'autre direction. Ici, c'est l'aile privée. Tu es bien la fille de la femme de ménage, n'est-ce pas? » La fille de Suzanne. « Oui, madame, » répondit Émilie d'une voix minuscule.
Le regard de Margot glissa lentement de la tête aux pieds d'Émilie avant de s'arrêter sur sa main droite. Émilie baissa les yeux, ses jointures saignaient et ses doigts étaient couverts de poussière blanche et grise. Elle ferma aussitôt le poing et le cacha derrière son dos. Mais Margot avait vu. Le sourire qui s'étira sur le visage de la mariée était terrifiant. Il montrait toutes ses dents, sans jamais atteindre ses yeux. « Tu sais, Émilie, » murmura-t-elle d'un ton presque caressant, « j'ai horreur des fouineuses. Ma mère disait toujours que les enfants trop curieux se perdent, parfois pour de bon. » Le cœur d'Émilie battait si fort qu'elle crut qu'il allait lui briser les côtes. Elle pensa au garçon dans le mur, Thomas. Elle revit le visage ridé de grand-père Joseph. « Sois courageuse, ma petite. » Elle releva légèrement le menton. Elle ne pleura pas. « Je ne fouinais pas. Je m'étais vraiment perdue. » Margot la fixa un long moment, un regard froid calculateur, comme si elle décidait où poser le pied pour écraser un insecte. « Veille à retrouver ton chemin vers la cuisine, » dit-elle brusquement, la voix tranchante comme un ordre. « Si je te revois ici, je veillerai à ce que ta mère ne perde pas seulement son emploi. Je ferai en sorte qu'elle ne travaille plus jamais dans cette ville. » « Compris? »« Oui, madame. » Margot tourna les talons. Sa robe bruissait comme des feuilles sèches. Elle s'éloigna vers la salle de réception, d'où montait la musique, et ne se retourna pas. Émilie attendit que le bruit des talons s'évanouisse. Quand elle fut enfin seule, ses jambes cédèrent. Elle glissa contre le mur et tomba lourdement au sol. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Elle savait que Margot ne faisait pas que la menacer. Margot savait. Elle savait qu'Émilie avait trouvé l'ouverture, qu'elle avait touché Thomas. Émilie fixa le panneau mal dissimulé. Elle sut avec la certitude glaciale des enfants que c'était Margot qui l'avait enfermée là. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine, le cerveau en feu. Pourquoi? Pourquoi une mariée enfermerait-elle un petit garçon dans un mur? Et soudain, tout lui revint. 2 semaines plus tôt. Sa mère croyait qu'elle dormait sur le lit de camp de la salle du personnel. Mais elle écoutait. « Elle le déteste », avait chuchoté Suzanne la voix lasse. « La nouvelle Margot. Elle déteste le petit Thomas. »« C'est toujours pareil », avait répondu Martha la cuisinière en chef en remuant son café. Une nouvelle épouse ne veut pas que l'enfant de l'ancienne lui rappelle le passé de son mari. Mais Henri adore ce garçon, avait soupiré Suzanne. Ou du moins, il l'adorait avant qu'elle n'arrive. Avant qu'elle n'arrive, avait répété Martha. Maintenant, il ne voit plus que ce qu'elle veut qu'il voie. Elle lui a dit que le garçon était instable, qu'il avait besoin d'un internat spécialisé en Suisse. Envoyer un enfant de 7 ans là-bas, c'est un crève-cœur. Le pauvre n'a fait que pleurer la semaine dernière. Il m'a dit qu'il ne voulait pas partir. Il a dit que Margot lui faisait peur. Elle lui aurait promis que s'il ne cessait pas de pleurer, elle lui donnerait une vraie raison de le faire. « Chut, tais-toi » avait murmuré Martha en voyant Émilie bouger. Émilie avait fait semblant de dormir. Mais elle n'avait rien oublié. Et maintenant, assise sur le sol froid du couloir sombre, tout prenait sens. Thomas n'était jamais parti en Suisse. Il était là, juste là. Margot ne l'avait pas envoyé loin, elle l'avait caché, enterré vivant dans le mur. La musique du mariage reprit un flot de rire et d'allégresse. Monsieur de Montreval portait un toast à sa nouvelle épouse, pendant que son fils suffoquait à quelques mètres de là. Émilie regarda ses jointures sanglantes, couvertes de poussière de plâtre. Elle était la seule à savoir. Une fillette de 9 ans, face à une femme prête à détruire sa mère. Elle se releva. Ses jambes flageolaient encore, mais ce tremblement n'était plus celui de la peur. C'était de la colère. Une colère froide et dure, héritée tout droit de son grand-père Joseph. Elle colla de nouveau son oreille contre le mur. « Thomas,
chuchota-t-elle d'une voix basse et farouche. « Thomas, tu m'entends? N'aie pas peur, je m'appelle Émilie, je vais te sortir de là. » Pas de réponse, un silence terrifiant épais. La respiration d'Émilie devint courte, saccadée. Silence. Le mur était muet. S'était-il évanoui, Margot l'avait-elle entendu? Elle appuya si fort l'oreille contre le papier peint que cela lui fit mal. Le boum-boum sourd de la musique derrière ressemblait à un immense cœur indifférent. Puis elle l'entendit de nouveau, un froissement, un bruit faible comme du tissu glissant sur de la brique. Il vivait encore. Il avait besoin d'eau. Sa voix lui revint sèche comme des feuilles mortes. Émilie se redressa. Elle devait aller à la cuisine, retourner vers le bruit, la foule et la personne qu'elle craignait le plus. Elle força ses jambes tremblantes à bouger, quitta le couloir obscur et retourna vers la lumière éclatante et la musique assourdissante de la salle. Tête baissée, ses jointures ensanglantées, dissimulées dans sa poche, elle tenta de redevenir invisible. Elle longea le bord de la salle, se cachant derrière une rangée de grands palmiers en pot. De là, elle voyait l'entrée de la cuisine, un tourbillon d'activité. Les serveurs criaient des ordres. Les chefs vêtus de vestes blanches criaient leurs ordres en retour. Suzanne surgit de la cuisine, le visage pâle et moucheté de sueur. En apercevant sa fille, son expression déjà tendue se transforma en une grimace nouvelle, mélange de peur et de colère. Elle attrapa Émilie par le bras et la tira dans une petite alcôve où l'on rangeait les produits d'entretien. « Émilie, qu'est-ce que je t'ai dit? Où étais-tu passée? » Sa voix basse et sèche tremblait de fureur. « Je me suis fait un sang d'encre. Je t'avais dit de ne pas bouger. Je suis désolée, maman. » L'esprit d'Émilie tournait à toute vitesse. Elle ne pouvait pas dire la vérité. La menace de Margot était trop réelle. « J'ai mal au ventre. Je crois que je vais être malade. » C'était un bon mensonge, crédible. La colère de sa mère se dissipa, un peu remplacée par une lassitude tendre. « Oh, ma chérie !» soupira Suzanne. Elle repoussa une mèche de cheveux du front de sa fille. « Tu es blanche comme un linge. C'est sûrement cette odeur de poisson et de saumon fumé. Je ne la supporte pas non plus. » Elle plongea une main dans la poche de son tablier noir et en sortit une bouteille d'eau minérale à moitié pleine. « Tiens, prends ça. Va dans le petit garde-manger du personnel. C'est calme là-bas. Assieds-toi, bois un peu. Et surtout, ne bouge plus d'un pouce, tu m'entends? Si M. Duret te voit traîner, je perdrai mon emploi. » « Compris. Oui, maman. Va maintenant. Je viendrai te voir quand le service sera terminé. » Suzanne déposa un rapide baiser inquiet sur la tête de sa fille avant de repartir dans la tempête du dîner. Émilie serra la bouteille dans ses mains. Elle lui paraissait aussi lourde qu'un lingot d'or. Une vive culpabilité la transperça. Elle venait de mentir à sa mère. Mais l'image du petit bras moite et tremblant dans le mur lui donna la force d'avancer. Elle n'alla pas au garde-manger. Elle attendit que sa mère disparaisse, puis se glissa de nouveau derrière les grands palmiers en pot. Elle balaya la salle du regard. Margot était assise à la table d'honneur, riant une coupe de champagne à la main. Henri de Montreval la contemplait avec des yeux rêveurs et attendris. Il avait l'air d'un homme envoûté. Émilie courut. Ses baskets ne faisaient aucun bruit sur le tapis épais. Elle rejoignit le couloir sombre et retrouva le panneau disjoint. Elle le tira. L'odeur de poussière et de peur jaillit de nouveau. « Thomas, » murmura-t-elle, la voix tremblante, « c'est moi, Émilie. J'ai de l'eau. »« Un peu, s'il te plaît. J'ai tellement soif. » Émilie regarda la bouteille, puis l'ouverture irrégulière. La bouteille ne passerait jamais. Le trou était à peine assez large pour son bras. « Ça ne rentre pas, » dit-elle, la panique montant dans sa gorge. « Je ne peux pas te la donner. »« Non, s'il te plaît, ne pars pas. »
La voix du garçon se brisa dans un désespoir total. L'esprit d'Émilie bouillonnait. Réfléchi comme Papy Joseph. Il trouvait toujours une solution. Il pouvait réparer un tracteur avec un fil de fer et un peu de ruban. Une paille. Il lui fallait une paille. Elle se souvint en avoir vu tout un pot en verre sur le comptoir du bar à l'entrée de la salle. Il fallait qu'elle y retourne, qu'elle rentre à nouveau dans la fête. Elle glissa la bouteille d'eau sous sa fine chemise. Le plastique froid lui colla à la peau, puis elle se faufila jusqu'à la lisière de la salle. La musique était plus forte maintenant. Un orchestre jouait un air lent et balancé. De là, elle voyait le bar bondé. Des hommes en smoking riaient en attendant leur verre. Émilie se mit à quatre pattes et ramampa sous une table recouverte d'une longue nappe blanche. Sous la toile, c'était une forêt de pièces de chaises et de serviettes froissées. Elle passa d'une table à l'autre, un petit fantôme glissant dans l'ombre. Elle jeta un œil, elle était tout près du bar. Les souliers vernis des invités affluaient devant elle. Un serveur pressé, les bras chargés de verres sales, heurta le comptoir. Un petit conteneur transparent, rempli de paille, tomba au sol, les dispersant sur le parquet brillant. « Mince !» grogna le serveur trop débordé pour les ramasser. Il repartit aussitôt. Émilie bondit vive comme une souris. Elle en saisit une, deux, trois pailles, les glissa dans sa poche et retourna en rampant table après table jusqu'à retrouver la sécurité des palmiers. Elle courut de nouveau vers le couloir, le cœur cognant contre la bouteille froide. « Thomas, je suis revenu. » Elle arracha le panneau. « J'ai des pailles. Je vais t'en passer une. Tu peux l'attraper. »« Je vais essayer. » Elle fit glisser une paille dans l'obscurité, comme on enfile un fil dans le chat d'une aiguille. Elle poussa doucement jusqu'à sentir la brique. « Je n'y arrive pas. » gémit-il faiblement. « Attends. » Émilie retira la paille et en emboîta deux l'une dans l'autre pour la rallonger. Puis elle la repoussa lentement dans le trou en la remuant un peu. « Je l'ai, » haleta soudain la voix du garçon. « D'accord, ne bouge pas. » Les mains d'Émilie tremblaient tellement qu'elle eut du mal à dévisser le bouchon de la bouteille. Elle plaça l'extrémité de la paille dans l'ouverture. « D'accord, bois, » souffla-t-elle. Elle inclina la bouteille. L'eau s'écoula dans la paille. De l'autre côté, elle entendit le bruit désespéré et déchirant de gorgées irrégulières. C'était le son le plus terrible et le plus beau qu'elle eût jamais entendu. Elle lui donna tout ce qu'elle pouvait, jusqu'à ce que la bouteille soit presque vide. Un silence tomba. « Merci », murmura enfin la voix. Elle était un peu plus forte. Ce n'est pas beaucoup, mais c'était de l'eau. « Thomas qui t'a fait ça ?» demanda Émilie, bien qu'elle sût déjà la réponse. « C'est Margot. » « Oui, » dit-il d'une voix plate, chargée d'une haine d'enfant pur. « C'est elle. Elle m'a mis là. Elle a dit que j'étais un vilain garçon, que je gâchais tout. Pourquoi ?» chuchota Émilie. « Pourquoi ferait-elle ça ?»« Je l'ai vue, » répondit Thomas. Sa voix faiblissait de nouveau lasse, dans le jardin près du pavillon de la piscine. Il y avait Jean, l'homme de la piscine. Elle l'embrassait. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Je les ai entendus », continua Thomas, chaque mot arraché à l'épuisement. Elle a dit qu'après le mariage avec papa, ils seraient des riches qu'ils auraient tout l'argent et qu'ils me feraient disparaître pour de bon dans ce camp en Suisse. Et qu'est-ce que tu as fait? J'étais en colère. Je lui ai dit que je le dirais à papa, qu'il arrêterait le mariage. J'ai couru, mais elle m'a attrapée. Elle est si forte. Elle a dit que j'étais un menteur, que j'étais malade. Elle m'a traîné jusqu'à ma chambre. » Émilie imagina la mariée si belle dans sa robe blanche, traînant le petit garçon de 7 ans. « Elle m'a enfermé dans le placard, » souffla Thomas. « Il y a un vieux panneau au fond pour les tuyaux.
Elle m'a poussé derrière. Ce n'est pas une pièce, Émilie. C'est juste le mur, noir. Je ne peux pas me lever. Je ne peux même pas m'asseoir. Je suis allongé sur le côté, dans le noir. Le mensonge d'Émilie à sa mère lui pesa soudain comme une pierre. Il était bien là, enfermé. Elle m'a poussé dedans, gémit-il. Sa voix se brisa dans le silence du couloir. Weinte leise und ich hörte es. Ein Hammer. Bang, bang, bang. Sie nagelte es zu Emily, von der anderen Seite aus meinem Zimmer. Emilias Blut gefror. Dieses Loch flüsterte Thomas, seine Stimme schwach. Ich habe es gemacht, mit einem alten Nagel, den ich hier gefunden habe. Ich habe so lange gekratzt. Ich wusste nicht mehr, ob es Tag oder Nacht war. Und dann habe ich dich gehört. Die Musik der Hochzeit schwoll wieder an Jubelrufe halten durch die Wände. Wahrscheinlich schnitten sie gerade die Hochzeitstorte an. Emilia begriff, mit einem plötzlichen, furchtbaren Klarheitsmoment, dass es hier nicht einfach ums Verstecken ging. Margarete hatte nie vorgehabt, ihn freizulassen. Sie wollte ihn hier lassen, sterben lassen, während das Fest, die Flitterwochen, das neue Leben weiterging. Wenn sie zurückkäme, wäre es zu spät. Jeder würde glauben, er sei sicher und schwierig im Internat in der Schweiz. Thomas, halt durch, sagte Emilia mit zitternder, aber entschlossener Stimme. Ich muss in dein Zimmer. Ich muss dich von der anderen Seite rausholen. Es ist... Abgeschlossen, hauchte er. Sie hat die Tür verriegelt. Ich hab's gehört und sie hat den Schlüssel. Emilias Kopf war leer vor Panik. Sie war nur ein 9 Jahre altes Mädchen. Sie konnte keine Tür aufbrechen. Sie konnte nicht gegen eine Erwachsene kämpfen. Sie dachte an ihre Mutter und an Margaretes Drohung. Dann hörte sie in Gedanken Opa Josef. Es geht darum, Angst zu haben und trotzdem das Richtige zu tun. Sie musste jemandem davon erzählen. Aber wem ihre Mutter war beschäftigt. Das Personal würde ihr nicht glauben. Die Polizei würde sie auslachen. Es gab nur einen Menschen, der etwas tun konnte. Der Einzige, der genug Macht hatte. Der Einzige, der ihr vielleicht glauben würde, Henrik von Kalden, Thomas' Vater, der Bräutigam. Der Mann, der in diesem Moment mit der Frau anstieß, die seinen Sohn lebendig begraben hatte. Emilia musste zu ihm. Sie musste mitten durch die glänzende Menge gehen, vorbei an den Eisskulpturen und den Sektgläsern, um einem reichen Mann zu sagen, dass seine neue Ehefrau ein Monster war. Sie holte tief Luft. Ihr Brustkorb bebte. Die Luft im Flur war schwer und tot. Die Luft im Ballsaal war lebendig, aber gefährlich. Wie ein lautes, gleißendes Meer, das sie durchqueren musste. Sie stand am Rand des dunklen Ganges und blickte in das grelle Licht. Es war, als stünde sie am Mund einer Höhle und schaue hinaus auf einen brennenden Wald. Sie dachte an ihre Mutter, Sabines blasses, erschöpftes Gesicht. Wenn ich dich hier noch einmal sehe, sorge ich dafür, dass deine Mutter nie wieder Arbeit findet. Margaretes Stimme zischte wie eine kalte Schlange in ihrem Kopf. Was, wenn Henrik von Kalden ihr nicht glaubte, er würde die Sicherheit rufen. Sie würden sie hinauswerfen. Ihre Mutter würde gefeuert werden. Sie würden auf der Straße stehen, wegen einer Geschichte über einen Jungen in der Wand. Und Thomas Emilia schloss die Augen. Sie sah seinen dünnen, schweißnassen Arm im Dunkeln. Sie hörte das keuchende, verzweifelte Schlucken. Sie nagelte es zu. Wenn sie nichts tat, würde Thomas sterben. Sterben allein im Dunkeln, während sein Vater Sekt trank. Es war eine einfache, grausame Rechnung, der Job ihrer Mutter oder Thomas' Leben. Es geht darum, Angst zu haben und trotzdem das Richtige zu tun. Opa Josefs Stimme war so deutlich, als stünde er direkt neben ihr. Emilia öffnete die Augen. Die Angst war noch da, kalt und schwer wie ein Stein in ihrem Magen. Aber die Wut war jetzt stärker. Sie brannte heißer als die Furcht.
Sie trat aus dem dunklen Flur. Der Lärm traf sie wie ein Schlag. Die Band spielte ein schnelles, fröhliches Lied. Hunderte Menschen redeten, lachten, riefen durcheinander. Das Klirren von Gläsern und Besteck war ein ständiges, helles Prasseln. Emilias Sinne waren überreizt. Die Luft war erfüllt von parfümgebratenem Fleisch und Wein. Überall glitzerte Licht, von den Kronleuchtern, von den Pailletten der Kleider, von den Diamanten an den Hälsen der Frauen. Es war wunderschön und widerlich. Ein Fest, das eine Frau feierte, die ein Kind begraben hatte. Sie suchte den Raum ab. Der Haupttisch war auf einer erhöhten Plattform am anderen Ende des Saals wie ein Königshof. Da war er, Henrik von Calden, lachend den Arm hinter Margaretes Stuhl gelegt. Emilia begann sich zu bewegen. Sie blieb dicht an der Wand, so wie ihre Mutter es ihr beigebracht hatte. Unsichtbar bleiben. Sie war eine kleine graue Maus in einem Dschungel aus funkelnden Raubtieren. Niemand blickte nach unten. Niemand sah sie. Sie schlich an einer Gruppe Kellner vorbei, die silberne Tabletts trugen. Einer von ihnen, ein großer Mann namens Robert, bemerkte sie. »Hey Kind, du darfst hier nicht sein«, zischte er und packte sie an der Schulter. »Wo ist deine Mutter? Ich muss«, stammelte Emilia und versuchte sich loszureißen. »Du bringst Sabine in große Schwierigkeiten. Komm zurück in die Küche.« Er zog sie in Richtung der Servicetür. »Nein«, rief Emilia. Es war kein lauter Schrei, aber er war verzweifelt. Sie wand sich mit aller Kraft und rutschte aus seinem Griff. »Hey«, rief er ihr nach, aber er konnte seinen Posten nicht verlassen. Emilia rannte. Jetzt war sie mitten im offenen Raum. Eine Frau in einem riesigen roten Federkleid trat rückwärts, ohne sie zu sehen. Ihr Absatz traf Emilias Turnschuh. Uff, Emilia fiel auf die Knie. »Oh Gott«, rief die Frau empört und blickte herab, als hätte sie Müll berührt. »Wem gehört dieses Kind?« Wie entsetzlich. Sie reichte keine Hand, drehte sich einfach wieder um. Emilia rappelte sich auf das Knie, brannte doch, sie rannte weiter. Sie war schon auf halbem Weg. Jetzt konnte sie den Haupttisch klar sehen. Sie erkannte Herrn Schneider, den Verwalter des Anwesens. Großdürr, mit einem Gesicht wie ein vertrockneter Apfel. Er war derjenige, der ihre Mutter bezahlte. Derjenige, der sie mit einem Fingerschnippen entlassen konnte. Er sah sie. Seine Augen verengten sich. Er setzte sich in Bewegung, wie ein Hai, der durchs Wasser schnitt. Emilia geriet in Panik. Sie hatte keine Zeit. Sie wich nach links aus, schlüpfte zwischen zwei Männern hindurch, die über Golf diskutierten, und rannte direkt auf die erhöhte Plattform zu. Noch 10 Schritte. Eine Hand schoss hervor und packte ihren Arm. Kein Kellner, kein Verwalter. Der Griff war eisern, die Finger bohrten sich über ihrem Ellenbogen in die Haut. Emilia blickte hoch. Es war Margarete. Die Braut hatte sie gesehen. Sie war so schnell, so lautlos vom Tisch aufgestanden, dass niemand es bemerkt hatte. Nun stand sie vor Emilia, blockierte den Weg zu Henrik von Calden. Son sourire restait figé. Les invités ne voyaient qu'une belle mariée se pencher pour saluer une petite fille. Mais Émilie voyait ses yeux. Ce n'étaient pas des yeux, c'étaient des flammes bleues. « Toi » murmura Margot d'une voix basse et vibrante, un grondement de haine pure et insondable. « Toi, petite fille idiote, idiote !» Ses doigts se resserrèrent. Émilie grimaça. La douleur était vive. Je t'avais prévenu. Margot respirait son visage à quelques centimètres d'Émilie. L'odeur de jasmin et de vin était suffocante. Je t'avais dit ce qui arriverait. Et maintenant, tu l'as fait. Tu viens de tout coûter à ta mère. Laisse-moi. Émilie se débattit, mais la poigne était d'acier. Tu vas te retourner, ordonna Margot, la voix glaciale. Tu vas retourner en cuisine, tu vas chercher ta mère, et vous allez toutes les deux quitter cette propriété. Si tu dis un mot,
Un son, j'appellerai moi-même la police et je dirai que tu essayais de voler. Compris. Émilie regarda au-delà de la robe blanche scintillante. Elle aperçut M. de Montreval, qui les observait, un petit sourire confus sur le visage. Il croyait que sa nouvelle épouse se montrait gentille qu'avec l'enfant du personnel. Il leva son verre pour un toast. Margot le vit regarder. Son sourire s'élargit. De l'autre main, elle tapota la tête d'Émilie dans un geste horrible et moqueur. « Quelle gentille petite fille !» dit-elle, juste assez fort pour que son mari voie ce qu'elle présentait comme de la bonté. Puis ses yeux revinrent sur Émilie. « Partez maintenant. » C'était le moment. Émilie pouvait se retourner sauver le travail de sa mère et laisser Thomas mourir ou faire ce qu'il fallait. Elle pensa à ses jointures ensanglantées. Elle pensa au grattement désespéré. Elle pensa à la voix sèche et faible, à l'aide de l'eau. Elle regarda la femme belle et terrible qui la tenait. Cette femme qui embrassait son mari alors qu'elle laissait son fils pourrir dans un mur. La colère bouillit enfin. Elle était plus chaude que la peur, plus chaude que la douleur. « Il est dans le mur », dit Émilie, la voix basse mais claire. Le sourire de Margot vacilla. « Qu'as-tu dit ?»« Il est dans le mur », répéta Émilie cette fois plus fort. Elle cessa de tirer contre la poigne de Margot et la regarda droit dans les yeux. « Thomas, je l'ai entendu. Je lui ai donné de l'eau. Tu l'as enfermé. » Pour une fraction de seconde, le masque tomba. Émilie vit la vraie Margot, une panique pure et concentrée. Ses yeux bleus s'écarquillèrent de choc et de fureur. La poigne sur son bras se relâcha un instant. C'était tout ce dont Émilie avait besoin. Elle planta son pied droit et cria. Ce n'était pas un cri d'enfant. C'était un hurlement brut, perçant de terreur et de rage, qui transperça la musique, les rires et le cliquetis des verres. « Non, lâche-moi, tu me fais mal !» Elle arracha son bras de l'emprise choquée de Margot. La salle entière se tut. L'orchestre s'arrêta, un violon grinçant, jusqu'au silence. 200 invités, M. Duret et tout le personnel se retournèrent figés. Émilie resta debout dans ce silence immense. Elle haletait son bras pulsant de douleur. Elle pointa du doigt tremblant, non pas Margot, mais l'homme toujours assis à la table d'honneur, son verre de vin, suspendu à mi-chemin de ses lèvres. « Monsieur de Montreval !» cria-t-elle, la voix brisée. « Vous l'avez enfermé. Vous avez enfermé Thomas dans le mur. » Un silence vaste et lourd pesa sur la salle de réception. 200 bouches étaient ouvertes. 200 pères d'yeux fixaient la petite fille de 9 ans seule, dans sa robe simple, debout sur le sol poli. Émilie tremblait, mais ne baissa pas le bras. Elle continua de pointer M. de Montreval. Henri de Montreval posa lentement, très lentement son verre. Son visage était un masque de confusion. « Quoi? Qu'as-tu dit, enfant? » demanda-t-il, sa voix, non pas colérique, mais ahurie. À ses côtés, Margot éclata d'un rire aigu et cristallin. Terrible cassant. « Henri chéri, je suis tellement désolée, » dit-elle, reculant vers la table. Elle posa une main sur son bras. « C'est juste horrible. C'est la fille de Suzanne, la fille de la femme de ménage. Elle a été problématique toute la soirée. Elle est visiblement fatiguée et confuse. » Elle tourna son visage fin et beau vers les invités. « S'il vous plaît, pardon pour cette interruption. Monsieur Duret, pourriez-vous vous occuper de cela? » Monsieur Duret, pâle et furieux, s'avança vers Émilie. « Viens avec moi maintenant. »« Non !» cria Émilie. Elle se déroba ses yeux, toujours rivés sur Monsieur de Montreval. Elle ment. Tom est dans le mur. Il est dans le couloir sombre. Il est vivant. C'est insensé, dit Margot, sa voix maintenant plus forte et pleine d'indignation. Henri, cet enfant ment Thomas, est en Suisse.
Nous avons les justificatifs de l'école. Il a été difficile. Tu sais qu'il a probablement payé cette fille pour dire ça et gâcher notre journée. Je ne mens pas, hurla Émilie la voix à nu. Une nouvelle vague de panique la submergea. Il ne la croyait pas. Tous la regardaient comme si elle était folle. Émilie, oh mon Dieu, Émilie. Une nouvelle voix traversa la tension. C'était sa mère. Suzanne courut dans la salle par la porte de service, le visage blanc de terreur. Elle tenait un torchon dans la main et s'élança vers Émilie, la serrant contre elle. « Monsieur et Madame de Montreval, je suis désolé. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle ne va pas bien, » bafouilla Suzanne, les larmes de peur et de honte roulant sur ses joues. « Nous partons, tout de suite. Je suis tellement désolée. » Suzanne tenta de traîner Émilie vers la cuisine. « Tu nous as ruinés, Émilie, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Non, maman, tu ne comprends pas. Il va mourir. Elle va le tuer. » Margot hurla. Son masque élégant disparut, son visage tordu de rage. « Sécurité! Sortez cette enfant folle et sa mère incapable de ma maison. Attendez. » Un seul mot suffit à stopper tout le monde. Monsieur de Montreval se leva. Grand imposant le pouvoir dans la pièce, se concentra sur lui instantanément. Il ne souriait plus. Il n'était plus confus. Pour la première fois, il ressemblait vraiment au milliardaire dirigeant un empire mondial. Il regarda sa nouvelle épouse, la femme terrifiée, puis Émilie. « Enfant, dit-il la voix calme mais porteuse dans la salle silencieuse, mon fils se trouve sur un autre continent. Ce que tu dis est une accusation très très grave. Pourquoi devrais-je te croire? » Le cœur d'Émilie battait à tout rompre comme un tambour. C'était sa seule chance. Elle cessa de lutter contre sa mère et fit un pas en avant. « C'est à cause de ça, » dit-elle en tendant la main droite. Sous la lumière éclatante de la salle de bal, tout le monde pouvait voir. Ses jointures étaient crues et ensanglantées. La poussière blanche du plâtre et la crasse grise s'incrustaient sous ses ongles et dans les lignes de sa paume. « J'ai trouvé ça, » dit Émilie, la voix claire et ferme, montrant le panneau qu'elle avait arraché du mur. Monsieur de Montreval fixa sa main. « Et ça ?» continua Émilie en plongeant la main dans sa poche. Ses doigts tâtonnèrent, avant de sortir les 2 pailles en plastique encore humides et la bouteille d'eau presque vide qu'elle avait glissée sous sa chemise. Je lui ai donné de l'eau. Il avait tellement soif. Il m'a dit qu'il était là depuis des jours. Il a gratté le trou avec un vieux clou que j'ai trouvé. » Un murmure bas parcourut la foule. Ce n'était pas une accusation vague. C'était une preuve tangible. Le visage de Margot devint livide. « C'est un piège. C'est une comédienne. Harrison, ne sois pas idiot, » murmura-t-elle. « Ils veulent de l'argent. » Émilie inspira profondément, se rappelant qu'on ne la croirait peut-être pas, qu'elle serait en danger, qu'on menacerait sa mère si elle parlait. « Elle t'a menacée, » pensa-t-elle. La voix de Monsieur de Montreval était dangereusement basse. « Oui, dans le couloir, juste avant qu'elle ne t'attrape. » Émilie montra l'endroit sur son bras où les doigts de Margot avaient laissé une trace rouge. La marque s'esquissait déjà. Monsieur de Montreval regarda sa femme. Ses yeux étaient grands, paniqués et traqués. « Je sais pourquoi elle l'a fait. » Émilie continua, les mots s'entrechoquant. « Thomas m'a dit. Il m'a dit qu'il l'avait vue dans le jardin près du pavillon de la piscine. Il l'a vue embrasser Jean, le maître nageur. » Le souffle de la foule fut fort cette fois. Jean, le jeune maître nageur séduisant et connu du domaine, avait été témoin. « Il les a entendus, » poursuivit Émilie d'une voix ferme. « Il a entendu Margot dire qu'après avoir épousé papa, il serait riche et qu'il l'enverrait loin pour toujours. Il a dit qu'il allait te le dire, et c'est là qu'elle l'a attrapé. Mensonge. Tout était faux, vicieux, immonde. » Margot hurla.
Elle se jeta, non pas sur Émilie, mais sur son mari. « Harrison, mon amour, tu ne peux pas croire ça. C'est empoisonné. C'est la dernière tentative haineuse de ce garçon pour nous ruiner. Il est en Suisse, je te dis. Appelle l'école. » « Très bien, » dit M. de Montreval, le regard froid et impénétrable. « Nous allons vérifier. » Il se tourna vers M. Duret. « Duret prend mon téléphone. Appelle l'école en Suisse. Maintenant. Mets-le sur haut-parleur. »« Mais c'est le milieu de la nuit, » bafouilla Duret, les mains tremblantes. « Peu importe si le soleil est à son zénith. Appelle-les. Mets le directeur en ligne, je paie suffisamment pour qu'il réponde. » Monsieur Duret tâtonna pour trouver son téléphone, les mains tremblantes. Entre-temps, Monsieur de Montreval se tourna vers le couloir sombre qu'Émilie montrait. « Nous allons tous faire un tour. » Il regarda sa nouvelle épouse. Son visage était un masque parfait de terreur pure. « Tu viens avec moi, ma chère, » dit-il, sans chaleur dans la voix. « Et toi, » dit-il à Émilie, « tu vas me montrer. » Il se mit en marche. La fête était terminée. Monsieur de Montreval traversa la salle d'un pas ferme. Émilie, toujours tenue par sa mère tremblante, marchait à ses côtés. Margot, le visage comme taillé dans la pierre, fut obligée de suivre. Derrière eux, une foule silencieuse et abasourdie d'invités avançait telle une parade lugubre. Ils atteignirent le couloir privé et obscur. Les tableaux d'hommes furieux et de mères en tempête les regardaient d'un air menaçant. « Ici, » dit Émilie, la voix redevenue petite. Elle pointa le mur juste à côté du tableau de la forêt sombre. « C'est ici, derrière le panneau. » Monsieur de Montreval regarda le mur. De loin, il semblait parfait, mais de près, sous le regard de centaines d'yeux, on voyait tout le contour léger, le papier peint qui ne collait pas parfaitement. « Harrison, c'est de la folie, » murmura Margot. « Tu détruis notre mariage à cause d'une femme de ménage. » Monsieur de Montreval l'ignora. Il avança et posa sa main sur le panneau qu'Émilie avait montré. Il poussa. La cloison lâcha avec un pop tombant dans l'obscurité. Un souffle d'air froid et rance et de la poussière de plâtre s'échappa du trou. Quelqu'un dans la foule émit un souffle de surprise. Monsieur de Montreval se mit à genoux. Milliardaire dans son smoking, il s'agenouilla dans le couloir poussiéreux et scruta l'espace étroit et noir. « Thomas » appela-t-il d'une voix rauque. « Fils, es-tu là? » Un silence long et terrible s'installa. Puis de l'obscurité, une voix. Ce n'était pas celle d'un enfant, mais le croassement sec et brisé d'un animal. « Papa » étouffa Monsieur Thomas. Un son moitié sanglot, moitié rugissement déchira sa gorge. « Il est là! Mon Dieu, il est là! » Et il plongea le bras dans le trou, exactement comme Émilie l'avait fait. « Je le sens. Il est vivant. Sortez-le. Maintenant. » Tous les regards se tournèrent vers Margot. Elle ne bougea pas. Elle ne parla pas. Elle resta là, sa robe blanche, comme un linceul, le visage figé. Elle avait perdu. « Thomas, » dit Émilie, d'une voix claire dans le silence horrifié. « C'est lui qui a cloué le panneau de l'autre côté dans sa chambre. » Monsieur de Montreval se leva. Son visage était terrifiant, violet de rage, les yeux noyés de larmes. « Henderson, » rugit-il, « prenez un pièce de biche. » Une hache, n'importe quoi, défoncez sa porte, maintenant. Monsieur Duret n'eut pas besoin qu'on le répète 2 fois. Fidèle, mais aussi père. Son visage était un masque de devoir strict. « Robert, viens avec moi. Prends la hache dans le placard, » cria-t-il à 2 gros agents de sécurité déguisés en valets. Tout le cortège nuptial se rua en avant. Le décor et l'élégance s'évanouirent, remplacés par une énergie brute et quasi chaotique.
Ils sortirent de la salle de bal, une vague de smokings et de robes de soie, suivant Monsieur de Montreval, qui courait à moitié trébuchant vers le grand escalier. Émilie et sa mère furent emportées par la foule. Suzanne tenait Émilie par la main ferme comme une mort. Elle n'était plus en colère. Elle était simplement dépassée, sidérée. Ses yeux étaient grands vides, figés par le choc. Elle était une passagère entraînée par cette marée horrible. Ils dévalèrent l'escalier en marbre courbé. Le bruit de 200 chaussures de luxe résonnait comme une avalanche. Une seule personne ne bougea pas, Margot. Elle resta à l'entrée du couloir sombre, statue blanche. Sa robe de mariée d'1 milliard d'euros s'étalait autour de ses pieds. Les invités pressés de voir l'horreur s'écartèrent lui laissant un large passage comme si elle était contagieuse. Elle fixait l'espace vide où son mari avait été. Son masque d'indignation avait disparu. Son masque de beauté avait disparu. Il ne restait plus rien que le vide froid et creux. Elle avait tout misé, et en une seconde, une fillette de 9 ans aux mains couvertes de plâtre venait de tout lui enlever. Monsieur de Montreval la vit s'arrêter. Il s'immobilisa en haut de l'escalier et la regarda d'en haut. « Frank », appela-t-il dans le vaste hall, sa voix résonnant. « Reste avec ma femme. Ne la quittez pas des yeux. Attendez la police. » Frank, le garde de sécurité, hocha gravement la tête. Il se positionna à 3 mètres de Margot, les bras croisés. La mariée était désormais prisonnière de son propre mariage. Monsieur de Montreval se tourna et descendit le couloir à grandes enjambées. Ils atteignirent la chambre de Thomas. La porte était en chêne massif, avec une poignée en laiton brillant. Elle était verrouillée, comme l'avait dit Thomas. « Reculez !» cria M. Duret. Luet et Robert levèrent la lourde hache rouge et argent. La hache mordit le bois à quelques centimètres de la serrure. Une femme dans la foule hurla. Le bois éclata, le bruit violent déchirant le luxe silencieux de la maison. Crash! Le mécanisme de la serrure vola en éclats. M. Duret donna un coup de pied dans la porte. Elle s'ouvrit en frappant le mur intérieur. M. de Montreval se précipita sans même voir la chambre. Il se dirigea droit vers le placard. C'était un dressing grand rempli de petits costumes élégants et de rangées de chaussures miniatures. Il fouilla les vêtements, les jetant des portants. Thomas, Thomas. Et là, au fond du placard, là où il aurait dû y avoir un mur solide, se trouvait un morceau de cloison sèche pâle et non peint. Elle était maintenue par 6 longues vis argentées vissées directement dans les montants. Un travail grossier et hâtif fait par quelqu'un de fort et pressé. « Une perceuse », rugit M. de Montreval. « Elle est dans mon bureau. Allez pas de temps, dépêchez-vous. »« Oui, monsieur », répondit Robert le garde. Il avait encore la hache. « Protège ton visage. » Il balança la hache sur le côté plat, la tête de marteau, frappant le centre de la cloison. Un trou se forma. Une odeur de renfermé et de moisi s'échappa rappelant celle d'une crypte. Monsieur de Montreval griffa le trou, arrachait la cloison à main nue. Son smoking se déchira, ses doigts saignèrent. Il ne s'en rendit pas compte. Les invités et le personnel s'accumulèrent à l'entrée silencieux et horrifiés. Émilie et sa mère restaient en retrait. Émilie, juste assez grande pour voir entre les coudes des adultes, observait. Monsieur de Montreval arracha le dernier morceau de cloison. Il se figea un instant, fixant l'obscurité. L'espace entre les montants faisait à peine 60 centimètres de large. Il était noir, rempli de toiles d'araignée, d'isolants anciens et de poussière épaisse. Au fond, recroquevillé en boule, se trouvait Thomas. Il portait son pyjama, celui avec de petites fusées bleues. Il était sale raide de sueur séchée et de plâtre. Il était si pâle. Sa peau était grisâtre. Ses lèvres étaient bleues et fendues.
Il était couvert d'une fine poussière blanche qui le faisait ressembler à une petite statue de pierre. Ses yeux étaient ouverts, mais ternes. Il fixait la lumière sans la voir. Un murmure collectif s'éleva dans la foule. Plusieurs femmes détournèrent le regard sanglotant dans leurs mains. Monsieur de Montreval émit un grondement grave animal, un son déchirant le cœur. Il tomba à genoux. « Thomas, murmura-t-il, mon Dieu, mon fils, qu'a-t-elle fait de toi ?» Il plongea ses grandes mains tremblantes dans le mur. Doucement, si doucement, il toucha l'épaule du garçon. À son contact, les yeux de Thomas clignèrent, rencontrant le visage de son père. « Je savais que tu viendrais, » murmura Thomas d'une voix rauque. « Elle a dit que tu étais de mon côté. Je lui ai dit que tu viendrais. Je suis là. » Monsieur de Montreval étouffa les larmes coulant sur son visage, traçant des sillons nets dans la poussière de plâtre déposée sur ses joues. « Je suis là, mon fils. Je t'ai. Il glissa ses bras sous le corps inerte du garçon. Il était terriblement léger. Monsieur de Montreval souleva son fils hors du mur, hors de la tombe que sa nouvelle épouse avait construite pour lui. Il le serra contre lui, le berçant son visage enfoui dans les cheveux poussiéreux et emmêlés de Thomas. « Je suis désolé, Thomas, » sanglota-t-il la voix étouffée. « Je suis désolé. Je n'ai pas vu. Émilie regardait. Un profond sentiment de tristesse s'installa en elle. C'était le moment du sauvetage, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Tout semblait brisé. Sa mère Suzanne laissa enfin échapper le souffle qu'elle retenait. Un sanglot. Elle serra Émilie contre elle, son bras autour de sa fille, comme un étau d'acier. « Oh, Émilie !» murmura-t-elle, la voix tremblante, d'une compréhension nouvelle et profonde. « Oh, ma brave, brave petite fille, qu'as-tu fait? Tu l'as sauvée. » La peur pour son travail avait disparu. Il ne restait plus que l'admiration et la terreur d'une mère. « Que quelqu'un appelle un médecin !» rugit Monsieur de Montreval, se levant son fils dans les bras. « Appelez une ambulance maintenant. » Il traversa la foule sidérée, sans regarder personne, concentré sur son fils. Il se dirigea vers Margot. Elle était toujours là, surveillée par le garde. Elle leva les yeux en le voyant approcher, le visage pâle et défiant. Monsieur de Montreval s'arrêta un pas au-dessus d'elle. Il tendit son fesse. Thomas était à peine conscient, la tête tombante contre l'épaule de son père. « Regarde-le !» commanda Monsieur de Montreval, sa voix froide glaciale, comme l'espace entre les murs. Les yeux de Margot se tournèrent vers le visage gris du garçon. Elle tressaillit, un petit sursaut involontaire. Elle tenta de détourner le regard. « Regarde-le !» cria Monsieur de Montreval avec force. Elle dut forcer ses yeux à se poser sur l'enfant. « C'est ce que tu as fait !» dit-il, la voix tremblante d'une rage si profonde qu'elle en devenait presque silencieuse. « C'est ce que tu as fait. » Le jour de notre mariage, Margot ne dit rien. Ses lèvres étaient une fine ligne pâle, sans sang. « Le mariage est terminé, » dit Monsieur de Montreval. « Tout est terminé. » Il regarda le garde de sécurité. « Franck appelle la police de la ville. Dis-leur d'envoyer toutes les voitures disponibles. Dis-leur que c'est une tentative de meurtre. » Il tourna le dos à Margot sans lui jeter un autre regard. Il serra son fils contre lui et descendit les escaliers, bousculant les invités horrifiés, criant pour de l'eau des couvertures un médecin. Il passa près d'Émilie et Suzanne, blotties à l'entrée du couloir. Il s'arrêta un instant. Ses yeux ravagés par les larmes et la colère rencontrèrent ceux d'Émilie. Il regarda la petite fille de 9 ans, sa tresse blonde, sa main ensanglantée et poussiéreuse, toujours serrée dans celle de sa mère. Il ne dit pas merci. Les mots auraient été trop petits pour ce qu'elle venait de faire. Il se contenta de la regarder
et dans ses yeux, elle vit toute l'horreur de l'histoire. La culpabilité, la gratitude, la douleur. Il fit un bref hochement de tête. Un hochement de soldat. Un hochement de compréhension partagée. Un hochement qui disait « Je te vois ». Puis il disparut, emportant son fils vers la porte d'entrée, tandis que la première sirène retentissait au loin. Émilie, sa mère, et les 200 invités restèrent figés dans les ruines de la fête, le son d'une hache résonnant dans le silence. Les sirènes passèrent d'un gémissement lointain à un hurlement perçant. Des lumières rouges et bleues traversaient les hautes fenêtres voûtées de la salle de bal, peignant les murs de marbre de couleur paniquée. Les invités ne partirent pas. Ils étaient paralysés. Ils assistaient à une scène à laquelle ils n'avaient jamais acheté de billets. Émilie et sa mère se tenaient près du grand escalier. Le bras de Suzanne restait autour d'Émilie comme pour la protéger d'une vague qui était déjà passée. Suzanne fixait l'espace où M. de Montreval s'était tenu son esprit, essayant de rattraper les 10 dernières minutes. 2 policiers furent les premiers à entrer. De grands hommes, leurs uniformes bleus et lourdes ceintures, contrastant avec la soie et le velours de la fête. « Qui a appelé ?» demanda l'un d'eux, la main sur son radio. Monsieur Duret s'avança le visage gris. « Moi, au nom de Monsieur de Montreval. » Le suspect était là, il indiqua Margot. Elle était toujours au pied de l'escalier. Elle n'était plus une belle mariée, juste une femme dans une robe très chère. Elle paraissait petite. « Madame, dit le premier officier, nous devons vous poser quelques questions. » Margot le regarda silencieuse, son visage aussi blanc et vide que sa robe. « Madame, nous enquêtons sur une tentative d'enlèvement et de meurtre, » reprit l'officier, sa voix hésitante, comme s'il ne croyait pas ce qu'il disait. « C'est le maître nageur, » dit Margot d'un ton plat monotone. C'était tout Jim. Il détestait le garçon. C'est lui. Je ne savais pas. Un dernier mensonge désespéré. « Madame, dit l'officier, sa voix se durcissant. Nous avons déjà une patrouille qui récupère M. Jim Davis à la sortie arrière. Il tentait de partir et il collabore pleinement. Il raconte une version très différente. » Le dernier espoir de Margot s'éteignit. Ses épaules s'affaissèrent. « Très bien, » appela-t-elle. L'officier sortit une paire de menottes en acier. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur mineur enlèvement et complicité. » Il la fit se retourner. Ses mouvements étaient précis et impersonnels. Peu importait sa robe. Le son résonna dans le vaste hall silencieux, le clic des menottes verrouillant ses poignets derrière son dos. La mariée, en robe de mariée diamantée, était arrêtée. Alors que les officiers la conduisaient vers la sortie, elle dut passer devant Émilie et Suzanne. Margot s'arrêta. Elle regarda Émilie. Ses yeux, autrefois vides, brûlaient maintenant d'un feu sombre et froid. Un regard de haine pure et sans fond. Un regard qui disait « J'étais une reine, et toi, tu n'étais qu'une souris, et tu m'as fait ça. » Émilie ne recula pas. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de tenir la main de sa mère et de soutenir le regard de la femme. Elle resta ainsi jusqu'à ce que l'officier l'éloigne doucement sous les lumières clignotantes. La fête était finie. Les invités commencèrent à partir, un troupeau calme et stupéfait. Ils se frayèrent un chemin le visage pâle. Ils auraient une histoire à raconter pour le reste de leur vie. Enfin, la maison redevint silencieuse. Il ne restait plus qu'Émilie, Suzanne, M. Duret et quelques membres du personnel qui erraient maintenant en ramassant des verres, ne sachant que faire d'autre. La cuisine était silencieuse. « Suzanne, » dit M. Duret, d'une voix fatiguée. « M. de Montreval est à l'hôpital. Il a demandé si vous et votre fille pouviez l'attendre. Il veut vous parler. » « Attendez, » murmura Suzanne. « Asseyez-vous ici dans la cuisine, »
dit-il avec douceur. Je vais demander à quelqu'un de vous préparer du thé. Elles s'assirent dans la vaste cuisine en acier inoxydable. L'odeur de crevettes avait disparu remplacée par la légère odeur froide d'eau de javel. Il était presque 4 heures du matin. Suzanne prit un chiffon humide et nettoya doucement en silence le sang séché et la poussière de plâtre sur les jointures d'Émilie. Émilie grimaça, mais ne se retira pas. « Ça va, maman ?» demanda Émilie. Suzanne s'arrêta. Une larme solitaire roula sur sa joue et tomba sur la table en acier. « Il t'a appelée courageuse, Émilie. »« J'avais peur, » murmura Émilie. « Je sais, » dit Suzanne en essuyant la larme du dos de la main. « C'est pour ça que je sais que tu as été courageuse. » Elles restèrent en silence 1 heure de plus. Le ciel à l'extérieur passa du noir à un gris doux et violacé. Monsieur de Montreval entra dans la cuisine. Il n'était plus le même homme. Il avait changé son smoking déchiré pour un simple pull gris et un pantalon. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il paraissait vieillir de 20 ans. Il ressemblait à un homme tiré d'un océan froid et profond. Il s'arrêta en voyant les 2 femmes assises à la table du personnel. Il s'approcha et sortit un tabouret en métal du genre que les cuisiniers utilisaient. Il s'assit avec elles. Pendant un instant, il ne regarda que ses mains. « Il va vivre », dit Monsieur de Montreval, la voix rauque. Suzanne laissa échapper le souffle qu'elle retenait. « Il souffre d'une sévère déshydratation, de malnutrition. Il s'est cassé 2 doigts en essayant de gratter le trou. » Il s'interrompit, sa voix tremblante. Le médecin avait dit « Encore un jour, c'est tout ce qu'il avait, peut-être même pas ça. » Il leva les yeux et croisa ceux d'Émilie. « Il a demandé après toi, » dit Monsieur de Montreval. « Thomas, où est la fillette? » « La fillette qui m'a donné de l'eau. Je lui ai dit que tu étais en sécurité. » Émilie hocha simplement la tête. Monsieur de Montreval chercha ses mots. C'était un homme qui commandait des conseils d'administration, qui pouvait acheter et vendre des entreprises, mais il ne savait pas quoi dire. « Je suis un idiot, » dit-il d'une voix basse. « Un idiot arrogant et aveugle. J'ai cru ce qu'elle voulait que je voie. J'ai cru ce qu'elle m'a dit. Et mon fils en payait le prix. Il était juste au-dessus de ma tête. Et moi, je portais un toast. » Il se frotta le visage, geste d'épuisement pur. « Ta mère m'a dit, dit-il à Émilie, que son travail était menacé, que tu étais menacée. Elle a dit qu'elle me renverrait maman. » Émilie murmura. Elle a dit qu'elle ferait en sorte qu'elle ne puisse plus jamais travailler. Monsieur de Montreval hocha lentement la tête. Il sortit un chéquier de sa poche. « Suzanne, dit-il, vous êtes la meilleure employée que j'ai jamais eue et vous n'aurez plus jamais à travailler pour personne. » Il écrivit un chèque d'un geste précis et le fit glisser sur la table. Suzanne écarquilla les yeux et mit rapidement sa main dessus, comme pour éteindre un feu. « Monsieur, je ne peux pas, ce n'est pas un cadeau. »« C'est une dette, » répondit-il. « C'est le plus petit paiement pour une dette que je ne pourrai jamais rembourser pour la vie de mon fils. » Il regarda Émilie. « Et toi, tu peux aller dans l'école que tu veux, dans n'importe quelle université, n'importe où dans le monde. Je m'en occuperai, tout cela pour le reste de ta vie. Je veux que tu aies les chances que tu mérites. » Il se leva. Il était toujours milliardaire, mais il était aussi un père qui avait failli tout perdre. « Je dois retourner à l'hôpital. Thomas me demande. » Il s'arrêta à la porte de la cuisine. « Ton grand-père, » dit-il en regardant Émilie. « C'est un vétéran de guerre, » répondit-elle. « Il t'a bien appris, » dit Monsieur de Montreval. « Il t'a appris à voir ce que les autres ne voient pas. C'est un très bon homme. »« Il l'est, » confirma Émilie.
Monsieur de Montreval hocha la tête, puis disparut. Émilie et Suzanne restèrent assises dans la grande cuisine vide. Le soleil se levait, la lumière douce et grise. Suzanne pleurait doucement, la tête dans les mains. Le chèque était froissé dans son poing. Émilie baissa les yeux vers sa propre main. Sa mère avait bandé ses jointures avec un petit pansement blanc, propre et net. Elle pensa à la grande fête bruyante. Elle pensa aux belles personnes vêtues de leurs habits coûteux. Tous riaient et parlaient, mais ils n'avaient rien entendu. Ils n'avaient pas vu les coins sombres. Mais elle, oui. Elle n'était que la fille de la bonne. Elle était censée être invisible, mais elle avait entendu le cri dans le mur. Grand-père Joe avait raison. Le courage ne consiste pas à être fort bruyant ou important. C'est d'avoir peur et de le faire quand même. C'est écouter attentivement ceux qui sont trop silencieux pour être entendus. C'est ne jamais détourner le regard. Et c'est là que nous laisserons l'histoire d'Émilie et Thomas pour l'instant. Chaque fois que je partage ce récit, j'espère que cela vous donnera l'occasion de vous éloigner du bruit quotidien et d'écouter. Peut-être un rappel que le vrai courage vient souvent de ceux qui remarquent les murmures que tout le monde est trop occupé pour entendre. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en écoutant. Peut-être étiez-vous installé avec une tasse de thé lors d'une balade tranquille ou simplement dans un moment de calme. Laissez un commentaire, je les lis tous. Et si vous voulez vous assurer que nos chemins se recroisent, un « j'aime » et un abonnement font une énorme différence. Nous essayons toujours d'améliorer nos histoires. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.